Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. Je sais que vous êtes déjà plus de 70 personnes présentes, mais là, ça augmente tous les instants. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Taube, le fondateur d'Opinion Internationale, et nous sommes réunis ce soir pour, comme conformément à la tradition, le dernier jour du mois de janvier, s'échanger nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Et cette année, étant une année d'élection présidentielle, un rendez-vous important pour tous les Français et peut-être même un petit peu au-delà, nous avons décidé d'organiser des vœux présidentiels ou presque, en proposant à plusieurs personnalités et amis du journal d'adresser des vœux au prochain, à la prochaine président de la République qui sortira des urnes le 24 avril prochain. Alors, avant de démarrer, je tiens déjà à adresser quelques remerciements. Remerciements tout d'abord à l'équipe d'Opinion Internationale et aux amis d'Opinion Internationale qui concourent à son fonctionnement tous les jours. Dans l'ordre ou dans le désordre, Déborah Rudetsky, Maud Baeng-Dezef, Fanny David, Corentin Vigourou, Noé Kolanek, Didier de Toisy, Raymond Taube, Daniel Aron, Alexis Taube-Leguerne et Raymond Taube. Nous avons plus de 205 inscrits ce soir, donc je pense que la liste va continuer à augmenter. Mais permettez-moi de citer, alors, de façon presque arbitraire et n'y voyez aucune préférence, mais quelques personnes présentes ce soir. Maxime Bonin, fondateur de Via Presse et du magazine et de la boutique en ligne Africa Vivre. Sylvia Houssadon, la fondatrice du Torchi, qui est un média en Alsace qui défend un peu les mêmes valeurs qu'Opinion Internationale en Alsace. Mouna Benani de l'association ASLI, Stéphane Seigneury du cabinet de conseil S2 Conseil, avec lequel à une époque nous avons œuvré à l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution de la Ve République. Stéphane Brabant, avocat, Élise Groux, avocate au Canada, je salue également. Monsieur Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre de la République de Guinée-Conakry et un des leaders politiques aujourd'hui en Guinée. Didier Lespinasse, président des conseillers du commerce extérieur de France au Gabon. Gilles Béraud, le président de Stop Exclusion énergétique. Et j'aimerais avoir une mention aussi particulière pour Fabienne Rioux, qui exerce ce beau métier de mandataire ad hoc et conciliateur, qui fait partie de cette poignée de femmes et d'hommes. Ils sont malheureusement trop peu nombreux en France qui accompagnent les entreprises en difficulté dans des procédures amiables, préventives et confidentielles et dont on reparlera prochainement à la une d'Opinion Internationale. Avant que nous démarrions sur les vœux, nous allons avoir une vingtaine de vœux, 22 vœux presque, pour l'année 2022. Permettez-moi dès le début de commencer par vous donner deux rendez-vous. Je le redirai à la fin, évidemment, mais c'est important. Comme vous le savez, nous avons fêté les 10 ans du journal le 13 décembre dernier. Ce soir, ce sont les vœux de l'année 2022. Mais j'ai envie de dire que les choses sérieuses, même si on essaye de faire les choses sérieusement toujours sans trop se prendre au sérieux, les choses sérieuses commencent la semaine prochaine avec le lancement d'une édition quotidienne Imagine France, qui sera notre contribution au débat public autour des enjeux de l'élection présidentielle. Donc, à partir du mardi 8 février, 13 h, en plus de la newsletter quotidienne du matin à 7 h, vous aurez une newsletter spéciale élection présidentielle qui s'appellera Imagine France. Et le mardi 15 février, à 18 h, tous les mardis à partir du 15 février, un live, ici même sur Zoom, pour des interviews de femmes et d'hommes politiques, d'entrepreneurs qui ont des solutions pour la France à proposer, et également un regard culturel sur l'élection présidentielle. Donc, une édition quotidienne par newsletter et sur le site, et un débat hebdomadaire sur Zoom à partir du 15 février. Dernier point introductif. Sur le sens de ces vœux. La règle du jeu, c'est que ça va aller un peu dans tous les sens. Les différents contributeurs vont chacun exprimer leurs vœux, et puis à la fin, on essaiera d'en tirer un petit peu les lignes directrices qui peuvent
qui en sont sortis. Alors, je ne sais pas si Olivier Poivre d'Arvor est là. On va commencer avec Olivier Poivre d'Arvor. Alors, je ne sais pas s'il est là. Alors, le voici. Alors, Olivier Poivre d'Arvor est en train de se connecter. Votre micro... Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir Michel Taube. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien parce que je suis chez moi en Bretagne, à Brest. Très bien. À vrai dire, en train de rentrer à Paris. Donc, vous avez la gentillesse de me proposer de faire mes vœux tout de suite parce que l'avion n'attend pas. Mais il a fait très beau en Bretagne et ça m'a fait beaucoup de bien de partir de Paris pendant quelques heures, mais surtout d'aller visiter la mer qui est l'objet de toutes mes attentions. Voilà. Ah ben, d'autant plus que, alors, je ne sais pas si on doit vous présenter, mais vous êtes Monsieur Maire et Paul. Vous êtes l'envoyé spécial du président de la République pour le One Ocean Summit qui aura lieu la semaine prochaine à Brest. Vous êtes l'ambassadeur de la République française chargé des pôles et des enjeux maritimes. Et effectivement, je voulais vous proposer d'adresser un vœu alors, au prochain président de la République. Alors, vous avez 73,5 secondes, c'est ça? Beaucoup plus, 70,8 de surface des mers, mais 10% des pôles, ça représente 80% de la surface du globe. Donc, vous avez 80 secondes, comme 80% de la surface de la Terre qui est occupée par les mers, pour vous adresser votre vœu. En 1 minute 20, 80 secondes, vous dire que j'ai découvert tardivement la situation de ce monde et en visitant notamment le Groenland et l'Antarctique ces derniers mois, de voir à quel point la situation est plus préoccupante qu'on ne peut le dire ou l'imaginer. Il faut le voir. Et puis, il faut rencontrer les scientifiques qui vous expliquent que les prévisions du GIEC, ça n'est pas, ne sont pas les plus justes, car 1,10 m d'élévation du niveau de la mer à l'échelle globale du monde, c'est très insuffisant par rapport à ce qui se prépare. Et je pense notamment à cette fonte des glaciers de l'Antarctique. Alors, comme on va avoir 2,50 m d'élévation probablement du niveau de la mer en 2100, ben mon vœu, c'est pour mes petits-enfants, parce que j'espère qu'ils vont savoir nager, qu'ils vont apprendre à nager, à travailler en nageant et à être dans l'eau. C'est un phénomène qui va toucher 1 milliard de personnes. Et je dois dire que si j'avoue, je l'ai découvert tardivement, cette question de la planète et du changement climatique, depuis que j'ai pris ces fonctions, je m'aperçois à quel point nous tous, y compris les gouvernants, nous sommes extrêmement en retard parce que c'est le coup d'après, c'est pas tout de suite. Et cette mobilisation qu'on va essayer de faire à Brest autour du sommet de l'océan, autour de l'océan, elle est majeure parce que l'océan va mal, parce que l'océan, on a besoin de lui, il nous apporte la moitié de notre oxygène, c'est un puits de carbone formidable, on le maltraite, mais il est intelligent, il va se venger. On l'a vu à Tonga, ce qui s'est passé, et on a vu comment une submersion de ce type, un tsunami de ce type, 10 000 kilomètres plus loin, au Pérou, peut renverser un tanker et faire une marée noire. Donc, mon vœu, il est tout simple, c'est que tous les vieux de mon âge, tous ceux qui croient que parce qu'ils ont vécu bien, que ceux-là s'amendent et reconnaissent publiquement que non seulement l'urgence, elle est là, mais on doit s'engager, on doit, dans nos fonctions, et on doit, dans notre vie personnelle aussi, dans notre pratique personnelle, au-delà de condamner les industriels et les grandes entreprises ou les États, on doit vraiment être au diapason de cette planète qui, pour nos petits-enfants, s'annonce extrêmement grise, très humide et insupportable à vivre et très chaude. Voilà mon vœu. Ambassadeur, merci Olivier, et on espère que ce sommet la semaine prochaine à Brest sera utile. Alors, si vous avez encore 2 minutes, oui, on va passer la vidéo de quelqu'un qui connaît très bien ces questions maritimes, Emmanuel de Rênal, qui est un des chroniqueurs vedettes, j'ai envie de dire, d'Opinion Internationale, qui vit en Martinique. Et qui avait aussi un message à adresser. Il co-anime avec Alain Dupouille, qu'on entendra tout à l'heure, la rubrique Outre-mer d'Opinion Internationale. Et ensemble, on a un projet que l'on veut faire porter à l'oreille des candidats à l'élection présidentielle, et notamment d'un possible, probable, quasi certain candidat qui est déjà président de la République et dont nous sommes certains que vous pourrez lui en toucher mot. Alors, on va écouter le message qui dure 2 minutes de Emmanuel de Rênal. Et merci Olivier Poivre d'Arvor d'avoir été avec nous.
Emmanuel de Rênal, vous êtes en Martinique, un des plus beaux territoires de France. Donc, avec le décalage horaire et vos impératifs d'agenda, on a enregistré votre vœu à la prochaine ou au prochain président de la République. Vous êtes un chroniqueur assidu d'Opinion internationale dans la rubrique Outre-mer. Alors, on vous écoute pour votre vœu 2022. La parole est à vous. Merci Michel de me donner l'opportunité de m'exprimer. Alors, je voudrais, moi, souhaiter au futur président de la République qu'il parvienne à rétablir la grandeur de la France en s'appuyant sur ses outre-mer. Je veux lui rappeler que la France d'outre-mer représente 97% de la zone exclusive française, qu'elle est la première zone maritime mondiale et qu'elle concentre des richesses exceptionnelles. 80% de la biodiversité française, plus de 53 langues recensées régionales, des histoires singulières, riches, formidables, qui constituent le récit national, des atouts dont les Français de l'Hexagone ne sont pas encore forcément conscients. La France et donc l'Europe est présente sur les 3 océans, aux avant-postes de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie. La France d'outre-mer est naturellement le porte-étendard de la France et de l'Europe sur le reste du monde. Elle est une chance pour la France, à condition bien sûr qu'on lui donne les moyens de rayonner correctement et d'assumer son rôle de France aux avant-gardes des territoires du monde. Et encore faut-il aussi permettre aux Français d'outre-mer de remplir leur rôle pour devenir des champions de leur région. Alors, la zone franche sociale ou la zone franche globale sont des projets que l'on voudrait porter et exprimer pour convaincre la France de doter ses outre-mer de moyens de rétablir leur compétitivité dans ces territoires. Et donc, je veux formuler le vœu que le futur président de la République soit attentif au Grenelle des Outre-mer qui est en cours de développement avec votre journal et qu'avec ces échanges, la grandeur de la France puisse être restaurée en s'appuyant sur ses Outre-mer. Emmanuel de Rênal, bonjour. Vous êtes voilà, donc comme le disait Emmanuel de Rênal, nous allons organiser au mois de mars des débats sur l'idée d'un Grenelle de l'outre-mer parce que ce soit aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur d'autres territoires, des besoins sont importants de renouer, renouveler et accélérer le dialogue et la prise de parole. Et j'en profite d'ailleurs pour appeler Claudie Siard, qui est avec nous également. Claudie, est-ce que tu es là? Je me permets de vous tutoyer, Claudie. Alors, Claudie est en train de nous rejoindre. Claudie Siard. Je suis là. Bonsoir Claudie. Bonsoir. Alors, pareil, on ne présente pas Claudie Siard, une des grandes voix de Radio France Internationale, de RFI, très engagée pour l'amitié entre la France et l'Afrique, l'importance donnée aux Outre-mer. On en a parlé juste avant avec Olivier Poivreau d'Arvor, à l'instant avec Emmanuel de Rênal. Alors, Claudie, je sais que vous aviez un vœu pour 2022, somme toute très précis, qui correspond à un enjeu très précis. Mais vous avez la parole pour 2-3 minutes. Peut-on n'avoir qu'un vœu quand on connaît l'ampleur du chantier? Je pense qu'Emmanuel l'a un peu évoqué. Alors, Emmanuel parlait justement de la force de cette France avec ses outre-mer. Et avant que le président Macron ne soit élu, j'avais travaillé sur un rapport que j'avais remis à un député. Et ce travail était intitulé « La France, l'archipel France ». La France est un archipel. Et il faut qu'elle accepte, si elle ne veut pas être taxée d'une France passéiste sur quelque chose de colonial, il faut qu'elle accepte qu'aujourd'hui, la France est donc un archipel. Alors, au prochain président de la République ou à la présidente de la République, mon vœu, mon souhait est en 4 points. La fin d'une relégation persistante.
Je ne vais pas en donner les détails. Tout le monde sait de quoi nous parlons. Il n'est pas normal que sur des questions économiques, des questions sociales, des questions de représentation, des questions économiques, eh bien, que l'outre-mer soit encore à la traîne des autres régions de France hexagonale. Le retour d'une chaîne dédiée à l'outre-mer, parce que France-O n'était pas un privilège accordé à des Français d'outre-mer, mais bien une manière, vous savez, on parle beaucoup de réparation sur les questions d'esclavage, mais une façon de redonner de l'équité. Comment est-ce que l'on comprend et que l'on connaît les pourtours de son pays, de cet archipel France. Et je voudrais juste dire au passage que moi, j'étais délégué interministériel. Si aujourd'hui, vous voyez une météo sur France 2, une météo outre-mer, eh bien, c'est l'une de mes réalisations parce que je voulais justement que tous les Français comprennent les contours de ce pays. Et puis, si je souhaite le retour d'une chaîne dédiée, France-O ou une autre, hein, on l'appellerait peut-être autrement, je souhaite la fin d'un ministère des Outre-mer. Je souhaite que le prochain président de la République ou la prochaine présidente mette un terme à cela. Où on est totalement français, ou on ne l'est pas. Juste rappeler que le ministère des Outre-mer aujourd'hui, et qui est toujours dans le même hôtel particulier que celui qu'occupait le ministère des Colonies jusqu'en 1959. Où on est français, ou on ne l'est pas. Il y aura des spécialistes de l'Outre-mer dans tous les départements. Et puis, je termine. Lorsqu'on est d'Outre-mer, on a une histoire particulière. Et nous connaissons l'odeur et la violence du racisme, des discriminations protéiformes. Et on voit bien aujourd'hui dans notre France eh bien, que le racisme semble être devenu une opinion, alors que le racisme est bien un délit puni devant les tribunaux. Et aujourd'hui, on a le sentiment, on accepte, les médias acceptent, tout le monde semble accepter que la parole raciste soit une opinion. Et je souhaite que la présidente ou le prochain président eh bien, soit ferme sur cette question-là de la discrimination. Sinon, nous ne pourrons pas faire nation et avec toutes les composantes ethniques, culturelles, cultuelles qui font la France. Voilà. J'ai été long, je suis désolé, mon cher Michel. Très, très bref, je pense que les idées que tu proposes, alors surtout les deux premières qui sont très concrètes, la troisième elle est évidemment très importante et qui ne peut adhérer à la certitude que le racisme n'est pas une opinion mais un délit et qui a conduit à des crimes contre l'humanité que nous avons malheureusement connus dans l'histoire de l'humanité et encore récemment au Rwanda et on pourrait en citer d'autres. Mais justement, l'idée, c'est de proposer sur RFO la suppression du ministère. On peut être contre, on peut être pour, mais l'idée, c'est qu'au-delà des grands discours, il faut être dans le concret sur des solutions signifiantes qui sont des leviers d'action. Et je pense effectivement que la suppression de France-O a été C'est une erreur. C'est une erreur et une erreur politique. A été une faute politique et une faute culturelle, ça va de soi, mais une faute politique absolument majeure. Et donc, merci de l'avoir défendu. Merci Claudie. Si vous voulez suivre Claudie, c'est tous les soirs sur RFI à 21h. C'est 21h10 du lundi au vendredi. Et puis juste, je voudrais ajouter, puisqu'on a parlé de génocide, il y a un homme, c'est un couple, Serge et Beata Klarsfeld, et Serge Klarsfeld a déclaré quelque chose d'extraordinaire il y a quelque temps, c'est ce que beaucoup d'entre nous pensons. Il a le sentiment qu'en ce moment, nous vivons ce que peut-être les Allemands ou l'Europe ont vécu en 1933. Voilà, c'était sa façon à lui de dénoncer tout ce racisme, toutes ces discriminations qui s'expriment dans nos médias. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec Serge Klarsfeld. Je ne suis pas du tout d'accord avec Serge Klarsfeld. Moi, oui. J'en ai même fait un édito. Même si comparaison n'est pas raison. Même si effectivement, comparaison n'est pas raison. Mais il n'y a pas eu, et heureusement, il n'y a pas une planification et personne. 1933. On parle de 1933. Pas après. Mein Kampf de Hitler, c'est 1922. Donc, je veux dire, les choses ont été annoncées et préparées longtemps à l'avance. Heureusement, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Lisez Zemmour, cher Michel, mon cher Michel, ne propose pas, heureusement, la planification de l'extermination de tous les musulmans de France. Il a beaucoup d'excès, il a fait énormément de dérapages que nous condamnons à la une d'Opinion internationale, mais quand même, effectivement, comparaison n'est pas raison. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque Anne Hidalgo elle-même a osé cette comparaison il y a quelques semaines et nous l'avons fortement condamné. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Serge et Beata Klarsfeld, à qui, bien entendu,
il faut saluer l'œuvre extraordinaire qu'ils ont réalisée. Mais oui, mais moi je comprends. On est là pour débattre. Voilà. On est là pour débattre et c'est ça qui est le plus important. Merci Claudie et puis merci beaucoup. À très très vite pour d'autres rendez-vous. Alors je vais appeler Arnaud Chiche. Est-ce que Arnaud est parmi nous? Je suis sûr qu'il est parmi nous. Arnaud Chiche avec un gros cœur en forme de logo comme président du collectif Santé en danger. Alors Arnaud, vous êtes là, mais vous êtes. Il va falloir il faut changer la caméra là. Voilà. Ah, attention, vous allez nous faire tourner la tête là. Voilà. C'est bien là? C'est bien. Comment allez-vous, Arnaud? Ça va bien, merci. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir convié. Alors, et moi, j'ai plein de vœux à faire. Bon, alors là, vous allez avoir 3 minutes pour formuler votre vœu. Donc, quand même que je vous présente, vous êtes le fondateur du collectif Santé en danger, un collectif de soignants parmi les plus leaders et les plus actifs et les plus mobilisés pour secouer l'opinion publique et plus particulièrement les politiques sur l'état de l'hôpital, de la médecine en France. Alors, quel serait votre vœu au prochain ou à la prochaine présidente de la République qui sera élue le 24 avril prochain à 20h? J'en ai 3. Un vœu par minute sur la santé. Ça va concerner uniquement la santé. Tout d'abord, je fais le vœu, après ce qu'on a vécu, les 20 mois de pandémie, là, bientôt 2 ans, de la restauration d'un bouclier sanitaire efficient pour les Français. Qu'est-ce que c'est le bouclier sanitaire? Des soignants dans les hôpitaux, des lits pour les accueillir, des conditions de travail, du matériel, des médicaments, un système sanitaire digne de ce nom, digne du pays qui est la France et digne de ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Parce qu'on a longtemps été un modèle en termes de système de santé, de par sa gratuité et puis de par son organisation et ses acteurs. Donc, je voudrais qu'on restaure le bouclier sanitaire. Aujourd'hui, la chute de l'attractivité dans les métiers du soin est telle qu'on est en manque permanent de tout, ce qui se traduit, comme vous le savez, par des fermetures de lits, des fermetures de services et même de la déprogrammation chirurgicale à l'occasion des pics pandémiques. Je ne vous entends plus, Michel. Ah ouais, pardon. Alors, c'est plus que de la désaffection, c'est qu'il y a beaucoup de démissions et de départs des professions de soignants. Il y a une hémorragie des personnels de soignants. C'est ça qui se passe actuellement. Tout à fait. En fait, les conditions sont devenues trop difficiles au quotidien. On ne s'intéresse pas à la réorganisation du métier. Je fais le vœu qu'on redonne envie aux gens de travailler dans le monde de la santé, à l'hôpital, en ville, dans les cliniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième vœu que je fais, c'est la suppression des indicateurs économiques qui détruisent le système de santé depuis des lustres. Je pense notamment à la T2A, mais je pourrais vous citer l'Ondam. C'est quoi la T2A, Michel, c'est en fait ce qu'on appelle la tarification à l'acte. C'est-à-dire que les hôpitaux, pour qu'ils touchent de l'argent, ils doivent travailler. Le problème, c'est que c'est une économie marchande. C'est une vision d'économie marchande. Donc, ce deuxième vœu, c'est la fin de la vision économie marchande appliquée au système de santé. Alors, on l'a vu ces derniers jours avec le scandale sur les EHPAD privés. C'est un excellent exemple. C'est une autre forme de marchandisation de la santé, alors que nous sommes dans un des seuls pays au monde où la santé est censée être gratuite et déconnectée des enjeux économiques. Allez-y, je vous ai interrompu. Quand on maltraite les soignants, quand on organise mal leur métier, qu'on les fait travailler dans des conditions inacceptables, ceux qui en pâtissent en premier, ceux qui subissent les conséquences, c'est les patients. Et ce que je dis, c'est très bienveillant et c'est humaniste, c'est pour les patients. Le troisième point, Michel, c'est que je fais le vœu qu'avec une nouvelle présidence, peut-être des nouveaux hommes, des nouvelles femmes, on remette la santé là où elle devrait être, c'est-à-dire au centre de la société, au centre d'un projet économique qui proposerait sur un trépied qui pourrait être la prévention avec un système de prévention digne de ce nom, l'éducation des enfants à la santé, l'éducation des Français à leur système de santé, l'éducation de sens large. Et le troisième item, c'est avec le développement durable et la préoccupation écologique à tous les niveaux. Préoccupation écologique qui pourrait faire en sorte qu'avec une telle vision, notre système de santé,
il soit en lien avec la préservation des écosystèmes, en lien avec l'agriculture raisonnable et biologique, en lien avec un air à respirer de qualité, de l'eau de qualité, bref, une vision idéale, humaniste, qui serait en plus un vrai projet économique, parce que pourvoyeur de nouveaux métiers, pourvoyeur de nouveaux bâtiments éco-responsables, pour faire toutes ces missions-là, et surtout faire en sorte que plus jamais, à l'occasion d'une attaque virale, ou à l'occasion de canicules qui nous attendent, ou à l'occasion de flux migratoires qui vont faire qu'avec le vieillissement de la population, le système de santé va être toujours au cœur de nos vies, plus jamais on vive ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire la catastrophe, des soins décalés, des cancers retardés en termes de prise en charge. Donc, donner envie aux gens de travailler dans le système du soin, tout cela pour aboutir, vous l'aurez compris, au mieux vivre ensemble. C'est ce que je souhaite pour 2022. Alors, j'ai oublié de dire, Arnaud, et on va conclure, si vous voulez bien, par un fait d'actualité qui, à mon avis, a beaucoup de sens. Vous êtes médecin anesthésiste à Hénin-Beaumont, donc vous êtes tous les jours auprès des malades, souvent dans les situations les pires. Savez-vous combien il y a de médecins de garde le samedi, le dimanche et la nuit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est, je crois, le deuxième plus grand hôpital d'Europe? Combien y a-t-il? Alors, à part les services d'urgence, hein, on laisse de côté les services d'urgence, mais tous les bâtiments de cet immense hôpital, où vous avez de nombreux services de soins et de malades et de maladies qui sont traités sur place, combien y a-t-il de médecins de garde le samedi, le dimanche et toutes les nuits? De garde, non, mais de garde sur place? De garde sur place, la nuit et le week-end. Je dirais… Alors, mais sur la Pitié? Sur tout le territoire. Et c'est une information presque exclusive parce qu'en fait, beaucoup le savent. Je dirais une centaine. Il y en a un, monsieur Arnaud Chiche. Non. Vous mettez de côté le service d'urgence. Mais dans tous les bâtiments, mais oui, mais 90% des bâtiments en orthopédie, en gériatrie, en toutes les maladies qui sont soignées sur place, il y en a un. Ça a été vérifié auprès de 3 sources différentes. Et ça en dit très, très long sur les prises de risques. Et l'État, et je pense que moi, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que le drame que vivent les soignants, ce sont des drames que vivent les Français, en fait. Bien sûr. Que vont vivre les Français. Et donc, je vous souhaite que vos voeux soient entendus et que les candidats à l'élection présidentielle et le prochain président de la République ne considèrent pas que le Covid n'a juste… Michel, pour avoir des soignants à l'hôpital la nuit, c'est ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est la fierté de notre système. Il faut s'intéresser à la revalorisation de la permanence de nuit. Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Tout à fait. Écoutez, merci et que vos voeux soient exaucés. Merci d'avoir été avec nous et on se reverra très, très vite. Je vais maintenant appeler Fabrice Hakoun. Merci Arnaud Chiche, à très bientôt. Au revoir, merci à tous. Je vais appeler Fabrice Hakoun. Alors, Fabrice, est-ce que vous êtes là? Je suis sûr que vous êtes là. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, voilà. Normalement, vous m'entendez, vous me voyez maintenant. Absolument. Bonsoir voilà. Fabrice. Alors, comme on est un peu en retard, on va tous accélérer. Merci d'être avec nous après les interventions très poignantes que nous avons eues jusque-là. Vous êtes directeur général d'un groupe mondial de services informatiques, un groupe français, je tiens à préciser. Vous êtes entrepreneur du numérique et de la cité. Et quel est votre vœu pour le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République? Alors, j'espère que ça ne sera pas un vœu pieux, c'est le vœu qu'il ait énormément ou qu'elle ait énormément de courage. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut avoir le courage. Je crois qu'il faut avoir le courage, dans un premier temps, de faire un choc de liberté dans ce pays. Ce pays est un pays qui regorge de potentiel et qui, malheureusement, est enfermé dans un carcan de normes et de règles avec une administration qui nous enserre et qui nous empêche aujourd'hui d'entreprendre, d'avancer et pour beaucoup de réussir. Donc, on entendait ce médecin qui parlait avant, hein, très touchant, effectivement, passionné, et on sait à quel point les médecins et les soignants sont effectivement pris dans ce carcan qui les empêche de faire.
Et aujourd'hui, tous mes amis qui sont dans le public passent souvent dans le privé pour sortir de ce carcan et se sentent totalement libérés. Et c'est quand même dommage parce qu'on a une excellence dans ce pays. Donc un choc de liberté, un choc libéral, parce qu'on sait très bien que liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas de fraternité et d'égalité sans la liberté. La fraternité, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une société qui vit mieux. Après, c'est un choc de simplification administrative et c'est un choc social. Ce pays a besoin d'un choc social et il faut avoir le courage de le faire et le courage d'affronter les corporatismes. On a besoin de cesser effectivement que le travail soit dévalorisé, il faut que le travail soit revalorisé et pour ça, il faut baisser massivement les charges qui pèsent sur le travail. Et il faut rediriger toute cette aide sociale très importante qui fait l'honneur de la France. Et j'en suis le produit, donc je sais effectivement à quel point elle est importante. Et Michel Taube, vous connaissez mon histoire, donc vous savez à quel point je suis le produit de ce pays magnifique qui offre à tous ses citoyens cette chance, cette égalité. Et donc je pense qu'il faut ce choc social, il faut prendre les ressources sociales dont nous disposons et les rediriger vers ceux qui en ont le plus besoin, les handicapés, les personnes âgées, c'est d'actualité, et cesser d'abreuver des jeunes, par exemple, en subsides sociaux, et au contraire les engager effectivement à travailler plus. Donc un choc social et puis un choc autour du régalien. On a un problème autour de la sûreté, de la sécurité publique. La sécurité est absolument déterminante. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons un président sortant. Alors, je ne sais pas si c'est vers lui. Alors, je dis rien. Non, mais moi, ce que je retiendrai de vos voeux, c'est vous avez employé un mot qui me paraît très important, c'est le courage. Et je pense que c'est le premier mot que vous avez employé. Je pense qu'effectivement, quel que soit le nom du prochain président de la République, il va avoir besoin de beaucoup de courage pour arriver à réparer le pays et nous permettre d'avancer. Et je suis convaincu que nous avons effectivement toutes les ressources pour rebondir. Absolument. Merci pour Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Michel. Et de courage. Merci Fabrice Akoun. Merci Michel. J'appelle Yacine Benserida. Alors, est-ce que Yacine est avec nous? Alors, c'est la magie de la technologie. Voilà. Bonsoir Yacine Benserida. Alors, voilà. Bonsoir Michel, c'est bon, vous me voyez? On vous voit. Comment allez-vous? Très bien. Ben, ça va très bien et vous? Alors là, on ne vous voit plus. N'hésitez pas à mettre la caméra. Donc, Yacine, vous êtes le président d'une très, très belle organisation non gouvernementale qui s'appelle Or Bleu, qui est une organisation humanitaire à but non lucratif qui agit pour l'accès à l'eau potable des populations les plus démunies partout dans le monde, mais notamment en Afrique. Oui, c'est ça. Et j'ai été très touché par la rencontre avec votre association. D'ailleurs, je tiens à remercier Diana Kerfala qui nous a présenté il y a quelques temps. Je voulais vous demander quel est votre vœu au prochain président de la République ou à la prochaine présidente de la République. Bien alors, déjà, merci pour l'invitation, Michel. Alors, nous, en tant que porteurs de projets humanitaires au sein de l'ONG Or Bleu, comme vous l'avez bien rappelé, il y a plusieurs sujets qui sont importants pour nous. Alors, un des sujets importants, c'est le sujet de la coopération décentralisée. Donc, mon message s'orientera avant tout vers là. Donc, on appelle avant tout les élus locaux et puis dans leur ensemble et le futur président de la République à se réengager dans la collaboration internationale et bien sûr à soutenir les actions internationales concrètes comme des ONG comme la nôtre peuvent l'apporter ou tant d'autres. Donc, nous, on a été… Si vous pouvez mettre la caméra, ce serait sympa. Mais sinon, on vous entend très bien. Alors, j'ai ma caméra qui saute. Bon. Je suis désolé. C'est bon, vous me voyez? On vous voit très bien. Super. Alors, on a été amenés déjà, nous, à collaborer de cette manière-là avec des élus locaux, notamment avec Michel Perron, qui est député de la 9e circonscription de Seine-et-Marne et qui est engagé au sein du groupe interparlementaire G5 Sahel, fait partie du groupe d'amitié France-Niger. Donc, elle a été amenée à nous accompagner dans le cadre de nos actions au Niger, donc précédemment. Donc, c'est ce type d'action concrète et positive qu'on a déjà expérimenté. Et voilà, pour nous, c'est un sujet qui est très important. Donc, on appelle vraiment les élus locaux à s'engager vraiment dans des projets internationaux, des projets d'entraide et des projets humanitaires
avec des pays qui peuvent être dans le besoin et bénéficier des aides humanitaires d'ONG comme la nôtre. Et pour rebondir sur ce que vous dites, ça concerne le prochain président de la République. Parce que malheureusement, en France, vous savez bien que l'action même des pouvoirs locaux est tributaire aussi des encouragements, de la pression que l'État peut exercer. C'est vrai qu'il y a une longue tradition en France de coopération décentralisée, c'est-à-dire d'action des collectivités locales à l'international. Ça a souvent été le monopole de l'État, mais là, ça l'est de moins en moins. Et c'est vrai qu'un des enjeux de l'élection présidentielle, c'est est-ce que la France va s'engager dans une nouvelle grande phase de décentralisation, comme il y en avait dans les années 80, laquelle permettrait aux élus locaux de s'investir davantage dans certains sujets comme la santé, comme l'eau, mais aussi dans leur action internationale. Donc, on espère que plusieurs des personnes ici présentes ce soir vont certainement écouter attentivement votre proposition et on va militer pour qu'elle aille haut et qu'elle soit relayée par d'autres élus locaux. Merci beaucoup, Yassine. Exactement. On vous a déjà parlé de vous dans le journal et on vous suivra dans la durée comme je voulais proposer. Merci. Merci, Michel. À très Merci vite. beaucoup. Alors, on très vite. va entendre le vœu maintenant de Jean-Marie Cavada, qui n'a pu être présent parmi nous, mais qui a enregistré un vœu à l'adresse du prochain chef de l'État. Alors, on ne nous présente plus Jean-Marie Cavada et son extraordinaire parcours à la tête de l'audiovisuel en France. Il a été député européen, il est un Européen convaincu et il est aujourd'hui le président de l'Institut for Digital Fundamental Rights. Et vous allez comprendre avec ses vœux ce sur quoi il travaille aujourd'hui. Jean-Marie Cavada. Jean-Marie Cavada, merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation d'Opinion Internationale pour nos 22 vœux pour 2022. Merci encore. Et en fait, nous sommes tous très curieux de savoir quel est le vœu que vous formulez pour le prochain ou la prochaine présidente de la République. À votre place, alors, on ne vous présente plus, mais quand même, permettez-moi d'insister sur le fait que vous êtes le président de l'Institut for Digital Fundamental Rights et que vous êtes très attaché à la circulation des données numériques, mais pas n'importe comment et dans n'importe quelle condition. Alors, c'est à vous pour les vœux 2022 au prochain chef de l'État. Pour le prochain chef de l'État en 2022, la question du pouvoir des GAFA d'une part et à travers ça du numérique va être absolument cruciale puisqu'il s'agit de rien moins que de la défense des libertés dans 4 domaines. Premièrement, les rapports du numérique avec la personne, vous et moi, les individus. On voit bien là qu'il s'agit de trouver un système qui protège les données des individus qui ne peuvent être normalement utilisées qu'avec le consentement de chacun d'entre nous. Autrement dit, il faut inventer en Europe un ou des clouds qui permettraient de protéger nos données, lesquelles n'auraient plus besoin d'être transférées, puisque lorsqu'elles sont transférées, elles sont sous la coupe de la loi qu'on appelle DCA, Digital Cloud Act, qui autorise n'importe quel service de renseignement ou administration américaine à fouiller partout à travers le monde n'importe quel citoyen de n'importe quelle nationalité s'il opère sur des machines américaines. Le deuxième point, ce ne sont plus les individus, mais c'est la collectivité. On a bien vu le 6 janvier 2021, il y a un peu plus d'1 an, quel était l'impact des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils étaient utilisés à très mauvais escient ou à dangereux escient. Autrement dit, il faut aujourd'hui défendre la démocratie, la communauté démocratique, des agressions qu'elle subit de la part des réseaux sociaux. Je ne parle même pas du négationnisme, je ne parle même pas de tout ce déferlement de boue, de haine, de harcèlement, de contre-vérité, de fake news. Je parle d'un ensemble qui doit préserver les libertés démocratiques. D'ailleurs, l'Europe s'essaye à une réglementation, à une régulation, notamment à travers le Digital Services Act, la régulation des contenus, ou à travers le Digital Market Act, c'est-à-dire la régulation des marchés. Mais il faut être sévère, il ne faut pas que la main tremble. Le troisième point, après les individus et la démocratie, c'est protéger la souveraineté des entreprises européennes en matière de numérique, qui sont à la merci, en vertu de ce fameux DCA dont j'ai parlé à l'instant, de toutes les organisations
de renseignement, de collecte économique, américain notamment aujourd'hui et chinois très probablement, si ce n'est pas actuellement, c'est en tout cas très bientôt. On a là un vrai problème de souveraineté économique. Le quatrième et dernier point, c'est que je souhaite que le prochain président de la République s'arme d'un certain nombre de dispositions au niveau européen de façon à faire respecter le régalien, c'est-à-dire la souveraineté des États. On le voit bien notamment par un bien qui est extrêmement dangereux et que moi me terrifie, c'est la puissance financière. N'est-il pas vrai qu'il y a 15 jours, un des GAFA a dépassé en valorisation boursière à New York plus de 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire presque 1 an et demi du PIB français. Autrement dit, on voit bien là qu'il y a une urgence. Alors, je vous souhaite, si tout ça se réalise, Monsieur ou Madame le Président, une très bonne année parce qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Jean-Marie Cavada, merci d'avoir accepté de… Alors, voilà, c'était le vœu de Jean-Marie Cavada. Tout un programme, j'ai envie de dire, et qui est effectivement très, très important. Nous allons continuer le tour des vœux 2022 à Patrice Christofini. Si vous êtes là, Patrice Christofini. Alors, Patrice est en train de se connecter. Alors, Patrice, voilà. Bonjour Michel. Christofini, comment allez-vous? Ça va très bien, merci Michel pour cette invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes j'ai envie de dire, un des fidèles d'Opinion Internationale. Oui. Vous êtes médecin, vous êtes le CEO de Crystol et Region Life, deux sociétés dans le monde de la santé et de la santé connectée. Alors, Patrice, quel est votre vœu, en vous remerciant d'être assez bref parce qu'on a du retard sur le programme? Quel est votre vœu pour le prochain président de la République? Oui, alors pour moi, c'est vraiment redonner de l'ambition sur une politique de santé. C'est très compliqué en quelques minutes de vouloir tout résumer. Je me focaliserai sur un ou deux points, mais le premier axe, c'est tout d'abord, et la crise sanitaire et la crise du Covid l'ont montré, il est absolument indispensable qu'on ait une meilleure gouvernance coordonnée entre l'État et les territoires. Donc, je pousse énormément pour qu'une vraie politique de santé publique autour d'un plan établi sur plusieurs années décentralise progressivement la gestion opérationnelle du parcours de soins pour les Français et au plus près de leur territoire. Pour moi, c'est extrêmement important. Nous aurons d'autres crises sanitaires à gérer. On sait que malheureusement, nous aurons d'autres épidémies virales, celle-là n'étant toujours pas terminée. Et donc, il faut absolument améliorer. L'État centralisé n'est pas pour moi le meilleur logisticien. Donc, il faut se rapprocher des gens. Autour de ça, on pourra, et c'est un vœu, il faut accélérer sur les outils digitaux comme la santé connectée et imposer notamment des formations à tous les professionnels de santé et aussi ne pas oublier la fracture digitale des citoyens. On sait que la télémédecine se développe, l'Internet des objets se développe, il va y avoir une énorme révolution avec l'intelligence artificielle qui arrive. Donc le digital, très important, une très bonne gestion des bases de données pour anticiper les crises. Ce n'est pas toujours le cas de notre pays et c'est très fragmenté en Europe alors que les géants chinois et américains disposent de données qui leur permettent à partir d'IA de prévenir les épidémies et une meilleure gestion. Donc le volet digital est extrêmement important pour fluidifier et améliorer au plus vite la prise en charge par anticipation. Voilà. Ensuite, il y a pour moi un sujet… je pense qu'on va devoir en rester là parce que vraiment le timing est très court et surtout, ce que vous avez dit est très important sur une sorte de, comme on en parlait tout à l'heure en parlant de coopération décentralisée, vous en appelez à une nouvelle phase de décentralisation et de gestion au plus près de nos concitoyens et des données de santé. Et justement, restez avec nous, Patrice. Oui. Je vais demander à Guylaine Alajouanine de nous rejoindre, qui est une grande amie d'Opinion Internationale. Alors, j'ai envie qui va nous rejoindre. La voici. Bonsoir, Madame Alajouanine. Alors, juste si vous pouvez mettre votre micro, branchez votre micro.
Alors, on ne vous entend pas, mais je suis sûr que ça va. Voilà. C'est bon là? On vous entend, Madame. Ah ouais, c'est parfait. Donc, Alors, peut-être dire simplement qu'on est toujours puni par son manque de courage. Donc, là, je vous rejoins. Allons-y. Ayons du courage, osons. absolument. Moi, je vais vous parler plus que de choc, je vais vous parler d'électrochoc. Quand on voit la situation est alarmante, est-ce que l'on sait qu'il y a, et c'est le Conseil de l'ordre des médecins, qu'il y a 8 millions de personnes qui refusent d'aller pratiquement vers les soins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Donc ça, c'est dramatique. Ce n'est pas une question de manque de médecins, là on en reviendrait souvent, c'est aussi une question de répartition. Donc on a 8 millions de personnes, on a 192 bassins de vie qui sont en danger, on a plus de 11 300 communes qui sont en danger. Alors, pour parler très vite, il serait très important à l'heure actuelle qu'on fasse un plan Marshall pour qu'on puisse répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai en moins de 30 minutes avec une prise en charge valable sur tout notre territoire, avec la continuité d'ailleurs territoriale au niveau de l'outre-mer. Il ne faut pas l'oublier cela. Deuxièmement, c'est bien de dire cela, c'est urgent. Il faut donc une mobilisation générale, mais il faut aussi se donner les moyens pour cela. Donc, un plan Marshall, zéro déserts médicaux, qui sont aussi zéro désert de santé, qui sont des déserts économiques. Un plan Marshall aussi avec les moyens qu'il faut, c'est-à-dire lancer un fonds de solidarité, de revalorisation, un FP2, qui serait abondé à 50% par l'État, à 50% par les assureurs, les mutuelles, les entreprises, mais aussi avec une souscription nationale qui nous permettrait alors à ce moment-là de faire un véritable électrochoc, un Big Bang vers, je dirais, un électrochoc salvateur, hein, mais vers un Big Bang qui permettrait alors à ce moment-là de revaloriser, je dirais, de mettre à niveau tous nos acteurs du parcours de soins au plus haut niveau européen. Donnons-nous ça comme objectif, que tous nos soignants, tous ceux qui sont dans ce parcours de soins soient revalorisés avec, je dirais, des rémunérations jusqu'au plus haut niveau européen. Pour ça, donc, un fonds, mais aussi, on ne change pas des institutions, on en monte des parallèles, en montant une force d'intervention au soutien de la télésanté. On l'a compris, télémédecine, c'est faire naturellement pour aller dans les coins les plus reculés. Il faut aussi se servir de l'apport des nouvelles technologies. Donc, en résumé, un grand chantier, zéro désert médicaux, zéro désert de santé. Deuxièmement, un fonds de solidarité, de revalorisation. Et naturellement, troisièmement, avec ces moyens-là, aussi comme un commando, une force d'intervention et d'appui à la télésanté qui permettrait au bout du bout de répondre aux 6 P que nous, je dirais, où tous les Français veulent, c'est-à-dire de proximité, prédictive, préventive, participative, personnalité. C'est ce que les Français veulent actuellement. Absolument. Merci beaucoup, Guilaine Joannine. Je n'ai pas eu le temps de dire que vous êtes la présidente de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé, mais on vous présente d'habitude plus tout simplement comme Madame Télémédecine. Vous êtes une précurseur, une avant-gardiste et aussi une lanceuse d'alerte depuis très longtemps pour la télémédecine. Et enfin, celle-ci se développe fortement en France. Grâce à vous et d'autres, il était temps. Restez avec nous encore 2 minutes. Je vais demander à Gilles Luzon-Fichter de nous rejoindre, qui est le CIO d'une société basée en Suisse, Médisanté, qui est également un ami du journal et qui a aussi un vœu à formuler pour le prochain président de la République. Alors, Michel, je voudrais rajouter, parce que tout à l'heure j'ai entendu qu'il ne faut pas confondre règles et freins. Il ne faut pas confondre les règles, il faut des règlements. Bien sûr. Règles et freins. Ça, pour renvoyer à ce que disait Fabrice Hakoun tout à l'heure, je pense qu'en France, souvent, on confond les deux, où on prend
les règles pour des freins et où on considère qu'il faut créer des freins, c'est-à-dire des règles, et ce n'est pas une bonne chose. Gilles Lusenpfister, bonjour. Alors, vous êtes Bonjour basé en Michel. Suisse, mais vous êtes comme moi alsacien, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Absolument. Alors, Gilles, en vous remerciant d'être bref, quel serait votre vœu pour 2022, sachant que vous êtes un acteur dans la e-santé depuis de nombreuses années et nous vous écoutons. Alors, merci Michel. Donc, je suis un Français de l'étranger, un Alsacien de l'étranger, et je vis en Suisse voisine depuis plus de 20 ans. Je suis très fier de la France. Je pense que la transformation numérique de la santé doit devenir un enjeu majeur du prochain quinquennat, et notamment son volet de télésurveillance. Je crois que la pandémie a montré l'importance de protéger nos seniors, malades chroniques, les plus vulnérables. Il faut faire deux choses. Il faut mettre l'Internet des objets et le cloud au service des professionnels de santé, sans jeter les données hautement sensibles en pâture à des fabricants de dispositifs médicaux ou des acteurs du cloud. Deuxièmement, il faut implémenter ces technologies en respectant la souveraineté numérique des données de santé pour accélérer l'inclusion massive de nos seniors dans des programmes de télésurveillance et pouvoir rétablir, in fine, l'équilibre budgétaire des comptes de la sécurité sociale. Alors, beaucoup de progrès ont déjà été faits avec des initiatives comme Paris Santé, le passage annoncé en droit commun de la télésurveillance, la feuille de route Ma Santé 2022 pour la création de services socles sous l'impulsion, à mon avis, remarquable de Dominique Pont et Laura Letourneau. Mais beaucoup reste à faire. Je souhaite donc que le virage vers la télésurveillance soit traité comme une priorité nationale stratégique avec des remboursements bien dodus, comme c'est déjà le cas aux États-Unis depuis 2019, pour que les industriels européens puissent briller dans ce domaine. Merci. Merci à tous les trois. Cette dimension est très importante dans le journal. On parle régulièrement des enjeux de santé qui sont des facteurs de solutionnement des problèmes de notre système de santé, tout en conservant bien à l'esprit la priorité de rester également dans l'humain. Les logiciels informatiques, les solutions numériques ne remplaceront jamais l'homme. Elles l'accompagneront, l'aideront, et notamment à gérer la question des déserts médicaux, comme à améliorer toutes les fonctionnalités du système de santé. Merci à tous les trois. Je vais passer la parole à Philippe Latombe, député de Vendée, et qui est, je crois, parmi nous. Bonsoir Philippe Latombe. Merci à vous d'être là. Alors, quelque part, on ne change pas vraiment de sujet parce que là, on a parlé de numérique dans la santé. Alors vous, Philippe Latombe, vous êtes là parmi nous parce que vous êtes, et je le dis sans aucune flagornerie, député de la République. Et malheureusement, j'ai envie de dire, un des seuls députés de la République pointu et connaisseur des enjeux extrêmement complexes du numérique aujourd'hui en France et en Europe. Vous venez pendant presque un an de conduire une mission parlementaire sur la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Donc, je pense que vous étiez bienvenu pour adresser un vœu de courage, comme l'a dit un précédent intervenant, Fabrice Hakoun, pour le prochain président de la République. Parce que je pense qu'il va en avoir besoin sur les questions du numérique. Est-ce que je me trompe ? Ah non, effectivement, ça va être un des sujets d'abord de la campagne et ensuite du quinquennat qui va s'ouvrir. Le numérique s'invite partout, est incontournable partout et va forcément être au cœur de l'ensemble des politiques publiques pour les années à venir. Tout à fait. Alors, est-ce que plus concrètement, vous pensez que, voilà, quelle serait la première mesure importante que pourrait prendre un chef de l'État en matière de numérique ? Est-ce que ça concerne la souveraineté ? Est-ce que ça concerne la protection des données ? Est-ce que ça concerne peut-être la création d'un grand Google français européen ? Ce serait quoi pour Philippe Latombe ? Alors, je partirais du principe que le prochain président de la République sera à mi-mandat de la présidence française de l'Union européenne. Et donc, mon vœu toucherait à la fois la France et l'Europe. Ça serait de mettre en place ce qu'on appelle un Small Business Act, corrélé à ce qu'on appellerait en mauvais français un Buy European Act, ce que les États-Unis ont mais que nous n'avons pas en Europe,
pour changer la destination de la commande publique. On sait, c'est dans le rapport, que 1 euro de subvention versus 1 euro de chiffre d'affaires, le 1 euro de chiffre d'affaires, c'est 7 fois plus de valeur créée pour une entreprise que par rapport à 1 euro de subvention. Donc les entreprises du numérique ont besoin aujourd'hui de commandes publiques. Et le fait de pouvoir déployer cette commande publique serait très efficace et éviterait le ruissellement vers, comme ça se passe en ce moment, vers les GAFAM. Donc mon premier vœu, si je devais en faire un et un seul, ça serait celui-là, qu'on arrive à instiller en Europe ces deux objectifs qui sont là, c'est-à-dire transférer de l'achat vers des PME, des ETI, et qu'on puisse le faire avec une préférence européenne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument prendre toujours que européen, mais si on a l'équivalent européen, il faut pouvoir le faire. Tout à fait. Merci Philippe Latombe. Vous disiez que ça allait être un des enjeux de la campagne électorale. Je n'en suis pas si sûr. Je pense malheureusement qu'il se passe énormément de choses sur le plan numérique. La France a perdu beaucoup de souveraineté. Il y a eu d'étranges décisions prises ces dernières années, mais on ne va pas revenir ici. Je pense que si déjà la campagne électorale pouvait aider à une prise de conscience des politiques de l'absolue nécessité de s'intéresser à ces enjeux-là, et que vous ne savez pas que quelques-uns, mais vraiment que cela mobilise toute la représentation nationale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'élection du président de la République en avril, il y a aussi l'Assemblée nationale qui va être renouvelée. Je pense que ça pourrait être utile pour les Français qui en ont bien besoin sur les questions numériques. Je ne parle même pas de cybersécurité, de harcèlement sur Internet, de la question de l'anonymat. On est plusieurs à penser qu'il faudrait en finir avec l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ça concerne aussi, ces débats-là, mais on va pas... Si je peux me permettre, Michel Taube, il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, il y a du pseudonymat. On a la possibilité d'aller chercher les personnes derrière, ça se fait. Il faut vraiment, l'anonymat sur Internet est quand même réservé à des très grands spécialistes. Il y a des... Je vais être un peu violent, mais puisque un président de la République s'est permis d'employer des mots un peu crus en parlant d'emmerder certains de nos concitoyens, je pense qu'il y a beaucoup de salauds et de lâches sur Internet qui considèrent, qui pensent qu'ils sont anonymes et que du coup se permettent tout et n'importe quoi. Du racisme, de la violence, du harcèlement, de la pornographie, de la pédophilie, tout ce qu'on veut, et eux pensent qu'ils sont anonymes. Oui, non, mais je partage. Voilà. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher. C'est ceux-là qu'il faut aller emmerder, je suis d'accord. Voilà. Sans aucun état d'âme. Merci Philippe Latombe. Alors, on va, avant d'entamer la dernière partie, vous allez voir, on va satisfaire l'esprit, mais le corps aussi tout à l'heure en parlant un petit peu d'art de vivre et de lifestyle. Mais d'abord, je voudrais Allez, on va un peu s'évader, on va partir à la neige, on est en hiver et pour certains, les vacances d'hiver commencent dans une semaine. On va écouter les vœux de Patrick Martin, qui est le maire de Val d'Isère, une des plus belles stations de ski de notre beau pays, la France. Et vous allez voir, ces vœux sont vraiment, vraiment très intéressants. Patrick Martin. Alors, Patrick Martin, vous êtes le maire de Val d'Isère. Alors, j'ai envie de dire, on ne présente plus Val d'Isère parce que, très honnêtement, je crois que c'est une des stations de ski françaises les plus connues en France et dans le monde. Je ne sais pas d'où vient cet héritage, mais il doit y avoir quelque chose de très, très fort. Val d'Isère en Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Patrick Martin, quel est votre vœu pour la prochaine présidente de la République pour 2022? Alors écoutez, vous l'avez bien rappelé, la commune de Val d'Isère est un village millénaire de 1600 habitants et c'est également le support d'une station de renommée internationale de plus de 24 000 lits. Nous vivons donc ici tous du tourisme et à 100%, et ça depuis près d'un siècle. Nous sommes connus bien sûr, et vous l'avez rappelé, pour le ski. On dit souvent que Val d'Isère est la Mecque du ski. Mais de plus en plus, nous sommes une destination montagne, été comme hiver, et c'est ce que nous proposons à notre clientèle. Nous avons deux objectifs majeurs à Val d'Isère. Les skieurs ayant pris de l'âge, nous devons redonner le goût et la connaissance du ski aux jeunes générations. Ça, c'est vraiment important. Et nous devons dynamiser l'été pour permettre aux Avalins, les gens de Val d'Isère, de rester vivre à l'année en trouvant des solutions pour lutter contre un prix de l'immobilier qui est devenu exorbitant. Je formule donc, je dirais, deux vœux au futur président de la République.
sachant que nos montagnes françaises font partie des plus belles de la planète et que pour nous, chaque citoyen français devrait avoir le droit de découvrir au moins une fois ces montagnes. Donc, j'aimerais que le futur président de la République nous aide à relancer les classes de neige qu'on a connues dans nos jeunes années, ce qui permettra à terme le renouvellement, l'élargissement de notre clientèle, sans compter que cette formation au ski aura un impact sur la sécurité, qui est un des sujets actuels. Un skieur formé est un skieur responsable. Et puis, j'aimerais aussi qu'on nous aide à favoriser l'accessibilité en termes de transport, notamment des transports collectifs et propres, avec des enjeux de mobilité entre les vallées et les stations. On appelle ça, c'est un terme à la mode, les ascenseurs valléens. Et pour cela, on aura vraiment besoin du soutien financier de l'État, ça c'est clair. Et enfin, en tant que maire, je demanderai au président de la République de faire plus confiance aux gens des territoires, qui sont des gens responsables. Et nous aimons vraiment les lieux que nous avons à gérer. Or, nous croulons, je découvre de plus en plus sous des normes, ce qui ne facilite pas les contraintes, ce qui nous donne beaucoup de contraintes, alors qu'on a besoin d'actions pour faire connaître ce French art de vivre à la française, voilà, aux gens du monde entier, mais aussi surtout aux Français. Voilà mes vœux pour l'année 2022. Alors, voilà, excusez-moi. Je disais que je trouve très intéressant le vœu de Patrick Martin parce qu'entre celui d'Olivier Poivre d'Arvor et d'Emmanuel de Rênal qui parlait de la mer et Patrick Martin qui parle de la montagne, la France et les Français ont des atouts que souvent ils ne connaissent pas ou pas suffisamment et qui sont des vraies chances et des vraies forces pour nous. Alors, je vais appeler Alain Dupouille. Alain, si vous pouvez, si tu peux nous rejoindre. Alors, voici Alain Dupouille. Et voilà. Et voilà. Bonsoir Alain. Alors, bonsoir, j'aurais pu vous citer d'entrée de jeu, mais là, je vais le faire maintenant, comme je sais que vous interviendriez. Vous êtes un des chevilles ouvrières et un des acteurs clés du journal Opinion Internationale. Vous faites partie de cette petite communauté qui grandit des parrains et des amis du journal. Et vous écrivez, pour ceux qui lisent Opinion Internationale, de nombreuses chroniques, principalement sur l'Afrique. Vous êtes expert Afrique, vous êtes chef d'entreprise, basé à Bordeaux, grand connaisseur également des Outre-mer et de l'Afrique. Et vous êtes à la tête du club O2A, Objectif Afrique Avenir, qui est un think tank de haut niveau qui réunit des Français et des amis africains sur les enjeux entre nos deux régions. Alors Alain, dites-nous, quel est votre vœu pour le prochain et la prochaine présidente de la République? Michel, d'abord, je suis très flatté que vous voyez subitement, ça me donne beaucoup d'importance, puisqu'on a l'habitude de se tutoyer à longueur de journée quand on se téléphone. Bon, bien sûr, c'est vrai, j'avoue. Voilà. Je veux d'ailleurs profiter de ce moment pour saluer mon cher ami Cellou d'Alain Diallo qui doit être en ligne d'après ce que tu as dit tout à l'heure. Mon vœu portera bien sûr sur l'Afrique. J'aurais pu parler de l'outre-mer, mais Emmanuel l'a très bien fait tout à l'heure et je veux me concentrer sur l'Afrique rapidement pour dire que j'espère que le prochain ou la prochaine présidente de la République aura une bonne analyse directe et une adaptation aux situations qui se font en Afrique parce qu'il faut les rénover tous les jours, ces adaptations. Aussi, j'aurais aimé m'appesantir un instant sur la question de la démocratie en Afrique et je formule le vœu que les pays africains puissent parvenir tôt ou tard à ce qu'une démocratie soit appliquée dans les différents pays et que, bizarrement, la dynamique démocratique ne soit pas démocratisée, ne soit pas normalisée par les coups d'État. Parce qu'en ce moment, nous avons assisté à pas mal de coups d'État dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, et on a l'impression que ce sont des attentes du peuple. Parce qu'évidemment, les peuples ne sont pas bien lotis dans cette situation pas toujours démocratique dans le quotidien ou dans le cadre des élections. Donc, on en arrive à l'excès qui est celui du coup d'État. Évidemment, le président de la République française a manifesté souvent, à juste titre d'ailleurs, ce que l'on ne peut pas considérer comme une voie normale.
mais néanmoins, elle semble solutionner quand même un certain nombre de problèmes dans les pays vus par les peuples, les populations elles-mêmes. Alors, je voudrais qu'également, mon deuxième vœu là-dessus, soit que les organismes, enfin la communauté internationale d'abord, dans laquelle la France figure, mais également les collectivités régionales, et notamment, je pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel avec la CEDEAO qui garantit les droits de l'homme, qui garantit les états de droit, effectivement, évidemment, s'autorise à partir de là, et elle est crédible, à procéder à des sanctions quand il y a dans des pays des événements de coup d'État. Eh bien, moi, j'aimerais que la CEDEAO, c'est un vœu aussi que je formule, et les autres collectivités, et l'Union africaine, etc., et même l'Union européenne, enfin, que tout le monde considère que la démocratie, elle n'est pas qu'au moment, l'atteinte à la démocratie n'est pas seulement au moment où il y a un coup d'État, mais il y a également des moments où dans des élections ou dans des positions qui sont prises par des dirigeants à forte durée de pouvoir, il y a parfois une atteinte à la Constitution. Et ça, il faut aussi que la CEDEAO et les autres collectivités le relèvent. Il n'y a pas que sanctionner des coups d'État, il faut aussi sanctionner les pratiques qui sont anachroniques, à mon avis, dans certains pays. Voilà le vœu que je formule. C'est un vœu pieux, peut-être aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, mais enfin, bon, je me permets on y arrivera. Je me permets de rebondir en formulant à mon tour un vœu, c'est que les candidats à l'élection présidentielle s'intéressent un peu plus à l'international. Je suis quand même effaré de voir que certains, notamment présidentiables, qui sont en lice pour être élus président de la République. Je ne parle pas de ceux qui sont là pour témoigner, je parle de ceux qui sont là pour gouverner, sont vraiment très faibles sur les questions internationales, alors que la France, et l'Afrique plus particulièrement, alors que la France est quand même des grandes puissances mondiales, même si on a perdu quelques places. Et donc ça, c'est le vœu que je me permets de formuler, en espérant que nous n'aurons pas de mauvaise surprise avant même l'élection présidentielle. Je pense notamment à la présence française au Sahel. On a appris cet après-midi que le Mali allait expulser l'ambassadeur de France au Mali. On a publié ce matin même un édito assez salé, j'ai envie de dire, sur ces questions. Donc en tous les cas, on est au cœur de l'actualité. Merci beaucoup Alain Dupouille, et je vais et on va suivre ça de près, bien entendu, à la une du journal. Je croyais que tu allais formuler le vœu que je sois ministre des Affaires étrangères, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas demandé ça pour l'instant. Non, mais pourquoi pas? C'est une idée qu'on va suggérer aux candidats à l'élection présidentielle. Mais alors, il faudra que vous choisissiez lequel. Bon. Merci beaucoup Alain, c'est très sympa. Je vais appeler Raymond. Alors Raymond Taube, donc lui, je vais le tutoyer parce que personne ne croirait que je le vous vois. Raymond Taube qui est parmi nous, qui est le rédacteur en chef d'Opinion Internationale, le fondateur et directeur de l'Institut de droit pratique, qui est un organisme de formation professionnelle, et qui vient de publier, en attendant qu'il arrive, ce livre très important qui vient de sortir au Cherche Midi, qui est sorti il y a 3 jours. Travailleurs sociaux, à quand une reconnaissance, une vraie reconnaissance? Raymond, dans ce livre, met le doigt sur, vous savez, ces premiers de cordée dont on a beaucoup parlé depuis 5 ans, pour reprendre les termes qu'a beaucoup employé Emmanuel Macron. Et parmi ces premiers de cordée, il y a les travailleurs sociaux. Ils sont des centaines de milliers. Et si vous voulez connaître l'envers du décor de la société française, lisez ce livre, Travailleurs sociaux, à quand une véritable reconnaissance, parce qu'ils sont le reflet inversé des affres de la société française. Mais Raymond, tu es là pour nous parler d'autre chose. Oui. Quel est ton vœu pour 2022, en sachant que tu as 3 minutes maximum? Oui, ça sera bref. Alors oui, je me demandais est-ce que j'allais faire un vœu en tant que directeur de l'Institut de droit pratique, qui est également ma première fonction, et c'est à ce titre que j'ai écrit ce livre, puisque je forme des travailleurs sociaux, ou de rédacteur en chef d'Opinion Internationale. Et finalement, j'ai pris plutôt la deuxième casquette, c'est-à-dire on prend quelque chose de plus général, de plus politique, au sens politicien, je ne sais pas, puisqu'il y a des élections bientôt, mais en tout cas sociétal
étymologique du terme, c'est l'écologie. Et pourquoi l'écologie? Parce que même si là, dans le cadre de ces vœux, nous devons être absolument positifs et être optimistes, etc., je déplore la manière dont l'écologie est traitée dans notre pays, de manière dogmatique, de manière extrêmement politisée. Et mon vœu, un vœu au futur président de la République et à tous les politiques en général et à toute la société, aux entreprises, à tout le monde, c'est que l'on construise, que l'on bâtisse une véritable écologie dépolitisée qui peut permettre de déboucher sur une forme de nouvelle économie en vue d'établir un modèle de croissance qui soit plus verte. Et surtout, là, il y a une source de croissance dans l'écologie. Cette transition écologique, elle est indispensable, tout le monde le dit, mais ce n'est pas en faisant une écologie punitive, pénible qu'on va y arriver. Donc là, il y a un outil de développement extraordinaire. Donc il y a des vertus, c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire. Et je ne prendrai que 2 exemples, plutôt que de faire des éoliennes ou des choses comme ça. Nous savons que nous avons, comme le sait très bien Jules Verne, dans son voyage au centre de la Terre, n'est-ce pas? Nous avons une source inépuisable d'énergie sous nos pieds que nous ne savons pas encore véritablement exploiter. Et nous avons également une source inépuisable d'énergie au-dessus de nous avec le soleil que l'on commence tout doucement à exploiter. Donc, j'espère que les investissements pourront aller dans ce sens pour que l'on puisse développer l'utilisation, le stockage et la production d'énergie qui est disponible de manière infinie, au lieu de chercher des leurres ou des choses qui sont un petit peu des fois dogmatiques et qui ne sont pas fondées sur le réalisme. Donc voilà mon souhait, mon vœu au prochain président, c'est que l'on dépolitise l'écologie, que l'on fasse une transition écologique basée sur une croissance verte pour le plus grand bien de notre entreprise et de notre économie. Voilà. Merci beaucoup Raymond. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a un pays qui l'a mieux compris que nous, c'est l'Allemagne, qui développe très très fortement les énergies renouvelables et qui a aujourd'hui une ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Annalena Baerbock. Alors, moi, je ne suis pas bilingue allemand comme toi, mais qui est une élue écologiste, qui est une verte allemande et qui, elle, a peut-être mieux compris que d'autres ce que c'est qu'une écologie moins politisée tout en étant engagée politiquement. Oui, il ne faut pas qu'elle soit confisquée, cette écologie, par une certaine tendance politique, et d'ailleurs par la politique en général. Mais là, elle est vraiment confisquée, et c'est bien dommage. Tu as cité l'Allemagne, on pourrait citer les États-Unis, parce que même sous Trump, paradoxalement, ils ont fait plus de progrès. C'est un paradoxe, parce qu'ils sont sortis effectivement des accords à cette époque-là, des accords de Paris. Mais au niveau des initiatives individuelles, des entreprises et des villes, on cite souvent San Francisco, on a fait beaucoup plus pour l'écologie qu'en France, avec nos grands discours et nos grands messes qu'on sait tellement bien faire. Donc oui, effectivement, il faut regarder un petit peu ce que font les autres et surtout arrêter de s'enfermer dans cette écologie un petit peu trop woke, pourrait-on dire. Merci. Merci Raymond. Et je vais appeler Déborah Rudetsky. Et comme ça, Raymond, tu peux rester. On aura là, avec nous toutes les têtes pensantes ou presque de la rédaction. Déborah Rudetsky qui nous a rejoint pour diriger la rédaction et développer notamment les pages lifestyle. Et donc, on va petit à petit se rapprocher de la fin de ces vœux et s'aérer un petit peu. Alors, Déborah Rudetsky, quel est votre vœu pour 2022 pour le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République? Alors évidemment, il a fallu choisir parmi tous les vœux possibles. Donc mon domaine étant l'art de vivre à la française, mon vœu évidemment va dans ce sens-là. Comme vous le savez, on a obtenu que le repas gastronomique des Français soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on pourrait s'en réjouir d'un côté. D'un autre côté, on n'a pas été fichu de faire classer le patrimoine gastronomique dans son ensemble. On s'est contenté d'un second prix, j'ai envie de dire, qui est le repas gastronomique à la française. A contrario, le Mexique a réussi à faire classer l'ensemble de son patrimoine gastronomique. Et je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux en la matière. Néanmoins, notre patrimoine est très important, très vivant, admiré du monde entier. Et moi, mon vœu, en fait, va se diriger vers la restauration collective. J'ai écrit beaucoup dans les pages d'opinion internationale sur la haute gastronomie, sur les chefs étoilés, sur les meilleurs bistrots, sur le tourisme. On entendra un dans quelques instants, d'ailleurs, un chef étoilé. Tout à fait, exactement. Donc, j'écris beaucoup sur ces sujets-là, mais la base quand même de la gastronomie hors domicile, elle est quand même dans la restauration collective, puisqu'il y a quand même plus de 7 milliards de repas qui sont servis chaque année en moyenne en France
dans la restauration collective. Et donc là, il s'agit des cantines, des prisons, des hôpitaux, de la restauration d'entreprise, des EHPAD. Et là, aujourd'hui, cette restauration collective qui pourrait et devrait être le reflet de notre culture alimentaire est tout simplement déplorable. Je pense que vous avez tous, à un moment ou à un autre, été confrontés dès votre plus jeune âge à la cantine ou dès votre plus vieil âge dans les EHPAD et évidemment en passant par les hôpitaux, j'espère pas forcément trop les prisons, mais en tout cas, on a tous pu se rendre compte en fait d'une qualité extrêmement médiocre de notre alimentation collective. Et ça, mon vœu, ce serait vraiment qu'on prenne en main ce sujet parce que c'est non seulement un problème de reflet de la gastronomie française, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal, mais surtout au niveau de l'alimentation, au niveau nutritionnel, au niveau plaisir aussi de manger pour les enfants, d'apprendre ce que c'est la restauration scolaire, c'est quand même un levier énorme de développement et de culture. De la bonne alimentation, c'est aussi de lutter sur des problèmes de santé. Et en fait, si on n'y prend pas du plaisir et si on a vraiment une restauration collective qui reste aussi médiocre, hein, même si on essaye d'aller vers le développement durable, vers le bio, il n'empêche que peu de personnes prennent du plaisir à manger en restauration collective et surtout en restauration scolaire et dans les hôpitaux. Et ça, je pense que c'est vraiment un des sujets dont devrait s'emparer le prochain ou la prochaine présidente ou président de la République. Et d'ailleurs, je trouve le mot important, c'est le plaisir. C'est-à-dire que manger sainement, manger bien, c'est manger avec du plaisir. Et c'est vrai que dans la restauration collective, on y associe quand même rarement la notion de plaisir. C'est souvent par contrainte, par obligation, parce qu'on n'a pas le choix, on est là et on aimerait être ailleurs. Et c'est vrai que dans le pays de la gastronomie, la meilleure cuisine au monde, et c'est quand même c'est un petit peu fort de café. Une information qui est sortie la semaine dernière, à partir du début mars, l'affichage de l'origine des viandes va être affiché obligatoirement dans tous les lieux de restauration collective. Alors bon, je ne sais pas si ça va améliorer la qualité de la nourriture, je ne pense pas, mais voilà, il y a des petites pierres, elles sont pas assez nombreuses, elles ne sont pas assez importantes. Mais Déborah, reste avec nous parce que grâce à toi, on a pu avoir une interview très sympathique, très courte, mais très forte, d'Alan Jeham, qui était un grand chef étoilé parisien, franco-américano-libanais, et qui, à bien des égards, je trouve, illustre un peu les valeurs d'opinion internationale. Donc, on va écouter Alan Jeham. Alors, je vais juste ajouter quand même dans les petites pierres à l'édifice, il y a quand même les boulangers-pâtissiers qui sont en train d'essayer de faire classer aussi la baguette au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, effectivement, ça progresse, mais alors, très, très doucement. Si la baguette est bien cuite, je suis pour. Allez, on va écouter Alan Jeham. Place à Alan Jeham. Alan Jeham, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un chef étoilé à Paris, dans plusieurs établissements. Vous nous faites voyager entre France, Liban, et j'ai envie de dire le monde entier. Vous êtes comme beaucoup de Libanais et de Français, vous êtes en fait universel. Donc, il était tout à fait pertinent que vous adressiez un vœu à la prochaine présidente de la République pour l'année 2022. Nous vous écoutons, Monsieur Jeham. Alors, tout d'abord, un message de toutes ces choses-là qu'on a parlé sur la gastronomie, que le président qui nous soutient, comme ils nous ont fait en 2020, qui nous a dit que c'est l'année de la gastronomie. On a passé des phases très, très compliquées et j'espère que vraiment la future président ou la future présidente qui nous soutient énormément dans cette métier, qui a passé des phases très, très compliquées. Bien sûr, la responsabilité de ce grand pays, la France, c'est la plus belle et la plus forte pays dans le monde, c'est la France devant mes yeux. Et deuxième chose, c'est vraiment qu'on soutient ce petit pays, le Liban, qu'on appelle, que toujours, depuis que je suis gamin, on dit toujours c'est la France, c'est la mère du Liban. Du coup, c'est des points qui tiennent beaucoup au cœur. Et à la fois, c'est la gastronomie, à la fois le peuple, bien sûr, tout le peuple français qui aime manger, on aime l'art de table. On défend ce métier-là quand on reste toujours debout et
et on essaye à chercher le meilleur nous-mêmes. Et deuxième chose, soutenir ce petit pays qui s'appelle le Liban. Il y avait une relation d'amitié entre la France et le Liban, et la France était toujours dans un moment difficile. Le pays a traversé des moments très, très, très compliqués depuis quelques années maintenant. J'espère que cet lien qui reste toujours fort, et la France, elle ne lâche jamais le Liban. Alain Djam, merci d'avoir. Voilà, merci Alain Djam, merci à Déborah et merci à Raymond. On va terminer ce tour du monde des vœux adressés au prochain président de la République avec le modérateur technique qui a assuré la modération de ce soir, mais là, il va prendre sa casquette d'étudiant engagé, Alexis Tobler-Guerne. Alors Alexis, tu es étudiant, mais tu es expert au Conseil supérieur de l'éducation. Autrement dit, tu fais partie de ces étudiants, lycéens l'année dernière, étudiants cette année en droit, qui étaient très, très fortement impliqués dans la vie étudiante au niveau national. Je sais que tu es régulièrement consulté auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, je voulais finir avec le plus jeune d'entre nous, parce que les jeunes, c'est notre avenir. Et d'ailleurs, on parle un peu de la jeunesse dans l'élection présidentielle. Donc, Alexis, quel serait ton vœu pour la prochaine ou le prochain président de la République? Alors, déjà, merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais dire quelques mots sur la jeunesse, sur l'éducation, parce qu'on voit que l'éducation, c'est un enjeu majeur dans cette présidentielle. On en parle beaucoup. Il y aura beaucoup de choses à dire sur l'éducation. Il y a beaucoup de choses à changer, à réformer. Et vous savez qu'il faut beaucoup de courage pour réformer l'éducation. Il faut beaucoup de courage pour faire beaucoup de choses, mais en particulier pour l'éducation. Mais j'aimerais parler d'un sujet très précis ce soir, qui est celui de la citoyenneté. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, l'école traverse une crise assez grave et qu'elle ne forme plus ses élèves à être des citoyens, à être les citoyens de demain, alors que c'est, selon moi, l'objectif fondamental de l'école. Je prends l'exemple des dernières élections régionales, 80% d'abstention des jeunes de ma génération. Il y a de quoi, pour moi, tirer la sonnette d'alarme et s'inquiéter de l'expression de la jeunesse et plus généralement du désintérêt des jeunes à la vie politique. Mon vœu, je pense, au prochain président, il est assez simple. Faites en sorte de ramener ma génération aux urnes. Adressez-vous à la jeunesse comme à un groupe de citoyens qu'il faut convaincre, non pas de voter pour vous, mais de voter pour faire vivre la démocratie et pour que l'ensemble des citoyens puissent réellement s'exprimer. Je pense que ramener les jeunes à s'intéresser à la vie politique, ça passe par l'enseignement moral et civique. Il faut que cet enseignement soit réformé. Il faut qu'il revienne au cœur de nos enseignements et il faut qu'il permette véritablement de former les jeunes au débat, de développer leur esprit critique et de leur donner envie de s'engager pour des causes qui leur tiennent à cœur et qui les amènera à se réintéresser à la vie politique et à la démocratie. Je crois enfin, et je terminerai là-dessus, que les valeurs de la République, les valeurs de la République ne s'apprennent pas, elles se vivent. Et je crois que cet enjeu de remettre la citoyenneté au cœur du système scolaire amènera aussi les jeunes à s'intéresser à une valeur qui, je sais, tient beaucoup à cœur au journal Opinion Internationale, qui est celle de la laïcité. C'est vraiment une valeur extrêmement importante et il faut en parler dans les écoles. Il faut faire revenir cette valeur au cœur des enseignements pour faire comprendre à tous les jeunes que la laïcité fait la France et qu'elle fait la République dans laquelle on est. Ce combat pour que la démocratie et les valeurs de la République vivent encore des siècles, je pense qu'elle se joue à l'école, auprès de notre jeunesse. Et n'oublions pas que la jeunesse est l'avenir de notre pays et que dans quelques années, ce sont les jeunes qui dirigeront ce pays et que c'est maintenant qu'il faut les former et les amener à avoir les bonnes valeurs. Voilà le vœu que je porte au prochain président. Très bien. Alors, merci Alexis. Alors, juste pour rebondir, peut-être fort inquiets qu'ils sont de voir si peu de participation électorale des jeunes. Pour la première fois, le délai ultime d'inscription sur les listes électorales pour tous les citoyens, donc notamment les jeunes, a été repoussé du 31 décembre au 2 et 4 mars. 2 mars en ligne et 4 mars dans les mairies. Donc, c'est peut-être pour encourager notamment les jeunes qui n'y seraient pas intéressés ou qui ne tendraient l'oreille qu'à partir de maintenant et l'accélération de la campagne électorale, de faire l'effort d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc, si vous avez des enfants ou des proches qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, c'est jusqu'au 2 mars et 4 mars. Donc, il est encore temps de se ressaisir. Et c'est vrai que ce sera certainement une des clés de l'élection présidentielle, c'est le taux de participation
qui risque d'être très, très faible, même si on peut espérer que l'élection présidentielle, qui est l'élection majeure sur la 5e République, mobilise quand même pas mal de nos concitoyens. Si je peux dire un tout petit mot, Michel, sur ce qu'on a les vœux pour le futur président, mais un vœu aussi peut-être pour les candidats. Intégrer les jeunes dans votre réflexion sur le programme, sur l'éducation, sur la jeunesse. Écoutez les jeunes, invitez-les à vous rencontrer dans les débats, dans des ateliers. C'est aussi important d'intéresser les jeunes en les impliquant dans la démarche citoyenne et politique d'une campagne présidentielle. Là, il faut saluer l'initiative de la chaîne LCI qui a organisé un débat en soirée avec les leaders des jeunes dans les différents partis, La République En Marche, LR, Zemmour, Rassemblement National, Communiste Socialiste. Et c'était les jeunes qui étaient là. Alors malheureusement, l'émission a été un échec important en termes d'audience, mais au moins, elle a eu lieu. Alors merci Alexis, merci à tous. Juste peut-être pour synthétiser les vœux pour 2022, c'est certainement des vœux de bonne santé des Français et notamment des soignants qui souffrent de plus en plus, mais de bonne santé pour tous les Français. Des vœux de conserver nos libertés et notre souveraineté, notamment dans la France 2.0 et 3.0. Des vœux de faire de nos entrepreneurs les vrais héros de la France. Et je pense que peut-être qu'un ministre des entrepreneurs serait utile pour les aider à lever tous les freins, toutes les barrières qui sont opposées à leur activité, à leur action. Le vœu que l'art de vivre à la française reste un joyau mondial. Et enfin, celui de maintenir le rayonnement de la France dans le monde, sur les mers et sur les terres, parce que c'est aussi ça la France. Pour terminer, je vous donne rendez-vous, donc nos 2 prochains rendez-vous. Mardi 8 février à 13h pour le lancement de la première quotidienne Imagine France, qui nous permettra de couvrir l'élection présidentielle. Et une semaine après, le mardi 15 février à 18h, ici même sur Zoom, pour le premier live hebdomadaire de débat sur les enjeux de l'élection présidentielle, avec des interviews politiques, des solutions d'entrepreneurs et un regard culturel sur l'élection présidentielle. On va terminer en musique, comme souvent dans les lives et les Zooms que nous organisons, avec Marginal Ray, qui est l'auteur, compositeur, interprète qui accompagne Opinion Internationale et qui a créé une œuvre qui s'appelle Les Années Macron. Donc, on termine en musique et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Vous étiez plus de 120 au plus fort du débat, plus de 210 inscrits. Et je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous donc dans 1 et 2 semaines. Et bonne année 2022 à toutes et tous. Merci. Qu'est-ce que tu